Ok. Donc, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast qui va concerner le concept du stack. Donc, nous sommes accompagnés du coup de Richard Osborne et de moi-même, Stéphanie Canavin. L'important, c'est peut-être pas forcément le stack, mais justement, Richard est là pour vous aiguiller sur ce sujet. Donc, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer brièvement ce qu'est le stack pour nous donner une idée? Ok. On va préciser peut-être avec le mot complet en anglais, stack. On dit souvent tech stack, technologie stack. Et c'est juste qu'il n'y a pas vraiment un mot en français qui est équivalent pour le moment. C'est peut-être un truc qui est peu connu en dehors du monde des développeurs. Donc, en fait, le stack en anglais, à la base, l'exemple qui vient à la tête toujours pour moi, c'est un stack de pancakes. Tu vois les pancakes, qu'est-ce que c'est? Oui, oui, je vois. Hein, donc, un crepe, mais plus épais. Et en fait, aux États-Unis, tu as un truc, ou au Canada, tu as un truc qui est de faire des pancakes un sur un, empilés, et ça s'appelle un stack of pancakes. Donc, ça, c'est toujours comme ça que je visualise les stacks technologiques aussi, les tech stacks, Ok. où en fait, le plus bas des pancakes, ça serait, donc, dans l'exemple vraiment technologique, normalement, la partie le plus bas, ça va être comment dire, le hardware, donc l'infrastructure de quelque chose que tu fais avec la technologie, qui est connecté aux autres couches. Donc, tu auras peut-être tout en bas, tu auras peut-être, dans le cas le plus simple d'une société, tu auras un fichier Excel que tu utilises pour garder les noms, les prénoms, les numéros de téléphone de tes clients. Et puis, au-dessus, le prochain pancake, au milieu, ça serait le système qui gère ou qui traite la base de données. Donc, tu peux demander à faire des traitements. Donc, tu as une couche qui est vraiment là pour garder l'infrastructure de la base de données. Tu as une couche qui est là pour traiter les données. Donc, ça serait souvent quelque chose de séparé. C'est un peu pour ça qu'on dit stack. C'est des différentes choses qui sont euh, qui se touchent, qui sont empilées, mais qui sont séparées quand même. Donc, le deuxième, ça serait, par exemple, un système de gestion de Excel que quelqu'un a développé qui peut filtrer les données Excel pour avoir un résultat en particulier. Et puis peut-être tu auras une couche tout en haut du stack qui sera la couche qui est le plus visible, le plus front-end, entre guillemets, qui sera peut-être un système CRM de la société qui montre les résultats des recherches de la couche au milieu, de la base de données en bas. Et donc, la couche la plus haute, ça serait l'équipe vente qui demande qui est le client, qui n'a pas acheté un produit depuis 2 mois. Je veux savoir une liste et il faut que ce soit que des femmes de cet âge à cet âge. Donc, c'est ce système à la fin où tu veux visualiser les données, ça nécessite un stack dans ce cas. Donc, ça nécessite plusieurs logiciels qui vont faire plusieurs différentes choses. Donc, ça, c'est une chose que tu peux imaginer qui est un stack. Vraiment, dans le sens classique de technologie, le stack, c'était plutôt quel est le hardware de cet ordinateur, donc quelle est la carte mère, quelle est la carte graphique, le serveur, combien de cœurs, le processeur, et puis la couche au-dessus, ça serait c'est quoi le système d'exploitation, et au-dessus, ça serait c'est quoi le système de gestion de base de données de ce système d'exploitation, et après, c'est quoi le système de gestion de ces données, traitement de ces données, voilà. Ou peut-être on va créer une couche JavaScript qui traite les données. Il y aura peut-être une couche, je ne sais pas si c'est un site web, ça peut être PHP qui gère tout ce qui est côté serveur, MySQL qui gère la base de données, ou MongoDB, ou euh, voilà. Et puis il y a une couche tout en haut qui sera HTML. Donc, on a une page, on a un logiciel, peut-être c'est codé en C++, si c'est Microsoft. Donc, en fait, c'est qu'il y a plein de différentes possibilités dépendant des différents niveaux de couches. Donc, en particulier, le couche de bas. C'est le plus important. Hein. Quel est le système à la base, l'infrastructure qu'on utilise? Tout le reste, c'est basé au-dessus. Aujourd'hui, le stack, ça devient quelque chose de bien flou et compliqué parce que ce n'est plus juste, j'ai Microsoft, OK, j'ai une carte mère Intel, donc je choisis Microsoft. Ou j'ai une carte mère qui utilise AMD comme processeur et donc je vais utiliser Linux.
Donc, c'est plus le choix, OK, j'ai Linux et donc il faut que je choisisse ce logiciel parce que c'est le seul qui marche sur Linux ou ce logiciel, ça marche mieux sur Windows, etc. Là, aujourd'hui, en fait, on est dans un monde, et ça colle vraiment au monde no-code, où quasiment tous les systèmes, ils ont des langages communs entre eux. Ça dépend les logiciels, mais prenons l'exemple de quelque chose de très simple comme le JSON. JSON, c'est un type de structuration des données qui est compris par la plupart des applications. Donc, on peut prendre quelque chose de la base de données qui va être exporté en JSON et on peut communiquer ces informations à une couche au milieu qui va traiter les données, qui comprend lui-même le JSON, qui va peut-être outputer, qui va produire un autre JSON à la fin, qui va être communiqué à un troisième logiciel, qui est la troisième couche de notre stack, qui sera le CRM qui montre les résultats à l'équipe, au service de vente, par exemple. Et donc, ces langages en commun, ça devient de plus en plus utilisé. Les API, HTTP REST ou GraphQL qui sont compris par beaucoup de différents systèmes. Ça nous permet de s'en ficher un peu du hardware. On s'en fiche si c'est un ordinateur Linux ou si c'est un Windows. On base tout sur les langages en commun entre les différents logiciels et les différents systèmes aujourd'hui. Et donc, le stack aujourd'hui, dans le monde no-code, ça devient un peu n'importe quoi. Tu peux avoir n'importe quel système lié à n'importe quel autre système parce qu'on va mettre un intermédiaire au milieu qui va traiter les données correctement comme il faut pour les deux côtés du stack, pour les deux couches du stack. Et donc, aujourd'hui, le stack pour une société, ça devient, OK, on a Excel. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Excel, notre base de données Excel? N'importe. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux avoir, nous, on utilise Jira. OK, tu peux utiliser ça. Nous, on utilise Atlassian. Oui, on peut utiliser ça. Nous, on utilise, je sais pas, HubSpot. Oui, on peut dire oui à peu près tout. La question, ça devient, OK, si ce n'est pas une question du hardware, du stack, c'est une question des fonctionnalités et des questions de quel logiciel va coller le mieux à nous. Donc là, le stack aujourd'hui, ça devient quelque chose de bien qu'il faut passer à l'étude carrément pour voir quel type de stack il faut avoir. Mais voilà, le descriptif de où on était de classique stack, de là aujourd'hui, le stack, ça devient carrément une étoile plus qu'un stack de différentes choses qui sont interconnectées. Mais bon, on dit toujours tech stack pour définir les différents logiciels qu'il faut dans un projet technologique, dans une société pour faire pour mener les différentes activités de la société. Oui. Et justement, par rapport au tech stack, il y a besoin ou pas des compétences de codage ou pas? Justement, à l'époque où il fallait décider du stack par rapport aux cartes mères et toutes les choses que j'avais évoquées, si on a besoin d'un service informatique pour mettre en place un stack. Donc, si on disait on veut un site web, je veux que ça soit basé. Donc, année 2000, je veux un site web. OK, il faut quelqu'un qui connaît le PHP, il faut quelqu'un qui connaît le MySQL, il faut quelqu'un qui connaît le CSS et l'HTML. On va construire ces différents niveaux du stack avec différentes personnes, probablement plusieurs personnes. Donc, carrément, un founder, donc un fondateur d'une société, un start-upper aujourd'hui, à cette époque, ce n'était pas possible de faire la partie tech toute seule, de choisir son stack toute seule. Et il fallait demander à quelqu'un qui connaissait pour conseiller quel stack choisir. Et puis, c'était assez figé dans les choix. Et puis, demander à cette personne de le mettre en place, de le gérer. Ça, c'était le plus coûteux. En fait, c'était du gestion. Mettre en place, OK, ça va coûter 10 000, 50 000. Mais la gestion, on va payer 500 € par mois pendant toute la vie de notre société pour avoir cette personne disponible à gérer notre stack et corriger les bugs. Et si une partie de notre stack plante, il faut que cette personne peut intervenir parce que si une partie plante, toutes les parties du stack plantent, toutes les couches de notre stack plantent. Donc, c'était beaucoup. Tu avais carrément besoin d'un codeur plus que juste des connaissances en code. Là, aujourd'hui, un start-upper, un fondateur d'une société, il a la possibilité de choisir des outils no-code qui ont soit peu besoin ou aucun besoin de connaissances en code, soit un petit besoin. Donc, je prends l'exemple de Zapier. Zapier, c'est un exemple où beaucoup d'intégrations entre les différentes couches d'un stack sont possibles avec Zapier sans savoir coder. Donc, tu peux avoir ta base de données, je ne sais pas où, Amazon.
tu le connectes à Zapier et tu dis à Zapier, quand il y a des nouveaux données, je veux que Zapier, tu fasses ça et ça et ça, et puis transmettre ces données à HubSpot pour avoir un nouveau compte utilisateur dedans. Ça, c'est possible sans code, parce que Zapier, c'est beaucoup des champs à remplir et c'est bien pris en main pour l'utilisateur final. Par contre, Integromat, qui est à peu près la même chose que Zapier, Integromat, plus vite on est demandé, on atteint un niveau où on a besoin d'un peu de code, mais c'est le code JSON plutôt. Donc, dès qu'on commence à connaître comment un JSON est structuré, qui est vraiment un truc de base pour les codeurs, codeuses, c'est facile. Donc, on peut dire qu'avec très peu de connaissances ou même aucune connaissance en code, on peut très vite aujourd'hui créer un tech stack pour sa société qui va aider à faire des choses au sein de la société et qui va rendre possible les choses qui n'étaient pas possibles avant. Donc, ça a bien changé. Et même pour créer un site web, là maintenant, tu n'as plus besoin de code pour créer un stack, pour gérer ton site web et créer ton site web, déployer ton site web. Et tu utilises quoi comme tech stack pour ton entreprise Oscorp? Au sein d'Oscorp, on a donc pour notre base de données des clients, pour le moment, on utilise Airtable. Et donc, ça, c'est l'infrastructure, on va dire. Mais je ne suis pas content avec Airtable comme infrastructure, personnellement. Je le trouve un peu, comment dire, il y a trop de choix, il n'y a pas assez de... C'est pas un vrai CRM. Donc, tu peux le faire comme un CRM. C'est comme Notion aussi. Je respecte tout le monde qui utilise Notion comme première couche de stack en termes de base de données des clients, base de données des projets. Mais moi, personnellement, j'avais vraiment des belles expériences avec Pipedrive. Donc, je vais porter tout ce qui est sur Airtable, sur Pipedrive. Encore un super avantage de notre monde d'aujourd'hui en termes de stack. Si tu veux remplacer une couche du stack, des fois, ça peut être vraiment quelque chose que tu peux faire, encore une fois, sans codeur, sans équipe informatique. Donc, moi, je peux toute seule connecter Airtable à Pipedrive avec l'aide de Integromat, par exemple, ou avec l'aide de Zapier, et je vais juste déclencher une fois, ça va importer de la façon que moi je programme sans savoir coder tous les clients vers Pipedrive. Comme ça, je vais avoir Pipedrive comme à la fois base de données des clients, à la fois système CRM, donc de gestion de relations clients. Après, on a Discord, donc une autre couche qui est la communication interne. Et donc, les deux, Pipedrive et Airtable, on peut les connecter à Discord pour avoir des nouveaux messages quand un projet est mis à jour. Donc, si j'ai un projet en Pipedrive et ça bouge de la phase prospection à la phase lancement, ça peut être annoncé automatiquement à tout le monde en Discord. Donc, on utilise Discord parce qu'il y a beaucoup d'intégration et que la plupart des personnes aiment utiliser Discord. Ça fonctionne très bien sur portable comme sur ordi. Et qu'il y avait des canaux audio qu'il n'y avait pas avec Slack, par exemple, à l'époque. Donc, j'ai choisi Discord au lieu de Slack parce qu'on pouvait faire des réunions audio très vite, très facilement, sans passer par Zoom ou Google Meet. Donc, j'ai le choix de faire Slack plus Google Meet pour ajouter une couche à mon stack, pour dire la communication interne, c'est deux choses. Donc, ça devient compliqué. Donc, le plus qu'on a des couches dans le stack, c'est pas parce qu'on peut ajouter plein de choses, qu'il faut ajouter plein de choses. Ça veut dire que tous les collaborateurs et collaboratrices en interne, on a besoin d'avoir plein de mots de passe, plein de comptes, savoir quel compte est Stripe, quel compte est Google, etc. Donc, ça peut devenir compliqué. Donc, on a choisi de faire Discord parce que tout est là. Et souvent, dans le choix de stack, si on peut choisir un logiciel où il y a plusieurs solutions à nos problèmes dans le même logiciel, c'est mieux des fois que de choisir 3 différents logiciels dans le stack qui font exactement les choses qu'il faut, mais que ça devient un peu plus compliqué ou peut-être trop compliqué. Donc, on a Discord pour la communication interne, tout ce qui est audio et tout ce qui est texte. Et puis, donc, j'ai dit Pipedrive, j'ai dit Discord. Il y avait un truc qui manquait et je ne veux pas plus lequel. Airtable, non? Ouais, Airtable, je l'ai déjà dit. Non, je crois que c'est tout. Pipedrive. Ah oui, Trello. Donc, j'embauche quelqu'un le mois prochain.
qui connaît, en fait, donc, comme assistant de direction, mais genre assistant général de la société. Et il était dans un startup avant qui utilisait Trello. Et je sais que Léo, qui va peut-être écouter ce podcast, il est très gros fan de Trello comme système de gestion des Kanban. On a un projet divisé en colonnes et on a toutes les tâches qu'il faut faire dans le Epic, dans l'histoire du projet. Et on peut les redistribuer et bouger, attribuer à quelqu'un. Donc ça, c'est une chose qui est nécessaire dans le stack, un truc gestion de projet, gestion de tâches dans un projet. Ça, c'est nécessaire pour une agence de développement. Donc, on aura ça au milieu. Donc, il faut connecter bien Trello à Pipedrive, peut-être, d'avoir des mises à jour dans Pipedrive de Trello que le vendeur il est capable de donner, ou moi, comme product owner, je suis capable de donner des mises à jour aux clients. Peut-être qu'ils viennent automatiquement de Trello, ça peut être sympa. Et aussi, peut-être avoir un canal dans Discord qui prend des mises à jour de Trello aussi, de garder toute l'équipe informatique à jour tout le temps sur les différentes actions qui sont menées dans Trello liées au projet. Donc, ça va être le tout, je crois, pour notre stack en interne. Donc, ça, c'est vraiment pour nous de communiquer en interne. Et pour les clients? Pour les clients, le stack, ça fait partie de notre travail, en fait. Donc, comme on est agence plutôt Bubble, quand on crée des sites web et des applis Bubble, le stack, c'est assez réduit parce que Bubble, il fait plein de différentes choses. Il fait la base de données, il fait tout ce qui est traitement de base de données avec les workflows et les API workflows et tout ce qui est montage en front-end avec le design qui fait Bubble. Donc, on n'a pas beaucoup besoin d'autres choses, mais ça dépend du client. Et donc, Bubble, il est très extensible, soit par API, soit par plugin. Et donc, prenons l'exemple du Greta, où on avait un projet où il disait on a besoin d'un site où les candidats d'un examen peuvent prendre l'examen en ligne, donc taper leurs réponses dans un champ. Donc ça, il n'y a pas de souci, on n'a pas besoin d'autre chose que Bubble pour ça. Après, on avait besoin de visioconférences, mais des visioconférences entretien d'examen qui étaient contenus dans la plateforme. Donc là, il fallait un plugin. Donc là, on a ajouté Twilio à notre stack. Et Twilio, c'est un service externe de visioconférence où il propose aussi d'enregistrer des visioconférences. Après les enregistrements, tu peux payer Twilio à les garder, mais nous, on préférait, parce qu'on aura beaucoup, on préférait stocker chez Amazon. Donc, il fallait ajouter Amazon S3 à notre stack pour stocker les vidéos. Et donc, il fallait avoir aussi une connexion de Bubble à Twilio pour faire les vidéos, de Twilio à Amazon pour les stocker, et de Amazon à Bubble pour retrouver les vidéos chez Bubble pour les visualiser. Donc, c'était un triangle au lieu d'un stack. Tu vois, comme j'ai dit, le stack, ça devient très compliqué aujourd'hui parce que c'est pas juste infrastructure et puis codage, et puis c'est plein de différentes choses interconnectées, en fait. Au lieu d'avoir le stack, ça donne l'impression que tout est séparé. Donc, le couche du bas, c'est séparé de la couche du haut. La couche du bas ne touche que à la couche secondaire qui est le JavaScript et la couche en haut, c'est HTML. Et donc, le JavaScript, ça interagit que avec l'HTML. Mais là, aujourd'hui, ça peut être c'est plutôt comme une étoile où tout est connecté. Donc, mais on n'a pas un mot, même en anglais, pour ça pour le moment. On dit toujours stack. Donc, on va rester avec le tech stack pour le moment, mais juste pour expliquer que ça a perdu son sens un peu d'être des couches séparées. Ça devient quelque chose de tout interconnecté des fois. Donc là, c'était le Greta. Qu'est-ce qu'ils avaient besoin d'autre? À un moment, ils avaient besoin d'enregistrer aussi des vidéos individuelles des candidats qui répondaient aux questions par audio, mais ce n'était pas une visioconférence. Donc, Twilio, ça aurait été trop cher. Il y avait quelque chose d'alternatif qui était mieux, qui était Pipedrive. Non, pas Pipedrive. Pipe seulement, pas le Drive. Donc, Pipe, P-I-P-E, c'est une boîte en Bulgarie, si je ne me trompe pas, qui sont très, très sympas, mais qui proposent l'enregistrement de vidéo à distance, qui stocke la vidéo après. Donc, on a la réponse de chaque candidat pour chaque question. Et puis, eux, ils ont une connexion Amazon, mais ce n'est que si tu payes pour la couche, le tarif au-dessus, qui est vraiment cher. Tarif de base, ils ont une connexion Box.
Donc, Box, c'est comme Google Drive, c'est un système de stockage en ligne, mais pour les professionnels. Donc, c'est plutôt pour une société qui veut mettre de stockage en ligne en place pour ses collaborateurs et que chaque collaborateur a un accès et qu'il y aura un drive à lui, mais aussi des drives partagés entre les autres personnes de la société et qu'on peut partager les fichiers d'une façon connectée. Donc, Box, c'est juste que Pipe, je ne sais pas pourquoi, on choisit Box comme partenaire et c'est le seul moyen qu'on peut facilement stocker les vidéos enregistrées avec Pipe chez Box, chez quelqu'un, chez un stockage, quoi. Donc là, on a les vidéos Twilio qui sont enregistrées chez Amazon, récupérées chez Bubble. On a aussi les vidéos Pipe qui sont enregistrées chez Box et récupérées côté Bubble pour visualiser. Donc, on peut vraiment pas décrire ça comme un stack il y a des éléments séparés, il y a des éléments bien liés. Donc, voilà. Dernière chose dont ils avaient besoin, c'était... Ah oui, pour les PDF. Donc, on avait besoin de générer des rapports par PDF. Donc, il fallait ajouter à notre stack un système de génération de PDF en dehors de Bubble, parce qu'il y en a qui sont internes à Bubble et Bubble, ils sont en train de travailler un système de génération de PDF à eux. Mais pour le moment, le système que je peux faire, c'est un système qui s'appelle Select PDF. C'est pas cher, c'est genre 20 € par mois. Et en fait, c'est le fait qu'eux, ils peuvent intervenir chez notre site. On envoie un appel API à Select PDF. On dit, je veux que tu visualises cette page avec ces données-là et tu te connectes comme ce utilisateur-là pour que je vois dans la base de données que ce utilisateur s'est connecté et qu'il a généré un PDF. Et eux, en fait, ils chargent la page automatiquement, bien sûr, ils chargent la page, la machine charge la page chez Select PDF, et il prend un PDF de cette page. Et l'avantage, c'est qu'on peut faire ça en mode back-end server, donc en mode Bubble, je programme qu'il va faire ça et je procède à la prochaine tâche. Donc, c'était quelque chose qui était très important parce qu'on avait beaucoup de rapports générés d'un coup, d'un centre qui va dire, je veux tous les rapports de tous les candidats. Et donc, il y a 100 candidats. Il faut programmer un par un la génération de chaque PDF. Et donc, ça, c'était le back-end workflow de Bubble qui a bien fait ça. Donc, on transmet les données vers Select PDF, il charge la page, il nous donne un lien en retour qui est stocké chez Amazon parce que c'est le système de stockage de Bubble. Donc, on peut appeler ce PDF par le lien Amazon qu'on est donné par Bubble, qui a été généré par Select PDF. Donc, ça, c'était aussi ajouté à notre stack. Après, je crois que c'était tout, mais la prochaine étape pour ce projet, ça serait, et c'est le plus compliqué avec Bubble, d'ajouter une partie du stack qui est une base de données externe. Là, on est en train de remplacer ou complémenter la couche de bas qui est l'infrastructure, la base de données. Et ça, c'est le plus sensible. Donc, en fait, le Greta, il veut que les données sont stockées en France, je comprends, parce que c'est des candidats en France, etc. Et donc, on va peut-être avoir besoin de ne plus prendre des données dans la base de données Bubble, mais plutôt prendre des données chez une base de données externe et créer un lien sécurisé entre Bubble et cette base de données que pour les candidats. Donc, pour tout ce qui est PDF, tout ce qui est enregistrement de vidéo et tout ça, on va peut-être garder chez Amazon, parce qu'on peut choisir notre serveur Amazon dans ce cas. Et on peut choisir notre serveur Box, je crois aussi. Mais pour tout ce qui est stockage des infos des utilisateurs, on peut le faire dans une base de données externe qui seront peut-être MongoDB, parce que j'avais des belles expériences avec MongoDB jusqu'à là. Difficile à connecter à Bubble, mais sympa pour faire une base de données externe, très facile à utiliser. Donc, on va peut-être aussi rajouter ça à le stack. Donc, même le stack de niveau bas, il a 2 différents logiciels qui fait un peu le même travail, en fait. Donc, c'est complémentaire, mais je sépare un peu la base de données en 2. Donc, ça serait ajouté à notre stack dans le futur aussi. Okay. Voilà. Et du coup, toutes les sociétés, ils possèdent le tech stack, du coup. On va dire que toutes les sociétés, aujourd'hui, quasiment, oui, ils doivent avoir un tech stack, mais qu'ils ne connaissent pas le fait qu'ils ont un tech stack ou ils ne connaissent pas le concept. Donc, peut-être ils ont Excel et peut-être quand quelqu'un a besoin d'un client, il envoie une extraction de son Excel à son collègue par Outlook et il reçoit, il le stocke chez son ordi et puis il le upload à Pipedrive, par exemple, je ne sais pas.
faut traiter. Et donc, ça, c'est aussi un tech stack. C'est juste qu'on utilise ces technologies, mais on ne fait pas attention à quel logiciel on utilise et c'est quoi les connexions entre les logiciels. Et les pires exemples des sociétés des tech stacks que j'avais entendus, c'est quand il n'y a pas un notion de tech stack, on devient très vite dans une situation où on a ce qu'on appelle les silos. Donc les silos, en fait, c'est je ne sais pas si tu as déjà expérimenté un peu la vie dans une ferme, Stéphanie. Ou tu es une fille de la ville? Non. Tu n'es pas une fille de la campagne? Mais jamais travaillé avec la ferme et tout. Donc, plus vite. Attends, ça a bugué un peu, je crois que la connexion n'est pas bonne. Qu'est-ce que tu disais? Oui, j'ai vécu au début à la campagne, dans la ferme. Et là, j'habite dans la ville, donc je ne connais pas. Ah, bah, il n'y a pas de souci. Bah, tu as des souvenirs de la ferme. Donc, sur la ferme, tu as des fermes, par exemple, qui prennent des graines comment dire, pas de maïs, de blé. Ou tu as une ferme où tu tires du lait, des vaches. Tu as des grosses structures cylindriques, des gros cylindres en aluminium qui stockent les produits de la ferme dans une façon où tu vas pas des... Voilà, donc ça s'appelle un silo, en fait. En anglais, on appelle ça silo. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Il y a un nom en français pour ça? Pour moi, c'est cylindrique, je ne sais pas du tout. Ouais, pas de souci. Reverso, qu'est-ce qu'il dit, reverso? Non, il dit silo. Voilà, silo, S-I-L-O. Voilà. Silo à fourrage, silo à céréales, c'est ça, carrément. Donc, les silos dans une société, c'est quand tu as... On dit silo, tu peux aussi dire îlot. C'est quand tu as le service marketing qui utilise, je ne sais pas, pour la base de données, c'est HubSpot parce que ça fonctionne très bien pour le marketing. Donc, ils ont une base de données dans HubSpot, des clients potentiels, des prospects, etc. Et le service vente, ils ont Pipedrive. Et donc, ils utilisent chacun leur système et quand le service marketing il confirme un prospect, ils envoient par mail, voilà, j'ai trouvé quelqu'un, email, first name, last name, etc. Et ils envoient ça par mail ou par messager. Et puis, de l'autre côté, ils rentrent les infos dans Pipedrive à la main. Donc, ça s'appelle des silos parce que c'est des équipes qui sont en gros séparées. Des équipes où les logiciels ne se communiquent pas, où ils ne savent pas comment les interfacer. Et donc, ça, c'est le plus important dans la notion de stack, c'est de faire un audit de sa société et dire qu'est-ce qu'on a, tous les logiciels, toutes les choses qu'on ouvre sur l'ordinateur, Outlook, Excel, Microsoft Word, HubSpot, Pipedrive, je m'en fiche, je veux savoir tout. Et puis, est-ce qu'il y a des moyens où on peut mieux interfacer? Est-ce que l'équipe de vente peut utiliser aussi HubSpot? Ou est-ce qu'ils sont complètement dingues de Pipedrive? OK, ben on va interfacer les deux avec Zapier au milieu, avec Airtable qui fait une base de données pour tout, ou est-ce qu'on veut utiliser la base de données HubSpot et Pipedrive qui se communiquent entre les deux? Voilà, il faut faire plein de questionnements et plein de réflexions pour faire que tous les différents services de la société, toutes les différentes équipes, ils ont en gros la même infrastructure. Et que quand ils changent quelque chose sur le logiciel, tout le monde est au courant. Et donc, je change le numéro de client, le numéro de téléphone du client, il a un nouveau numéro de téléphone et je change chez mon système. Il faut que ça soit mis à jour sur tous les autres systèmes et que l'équipe de vente, c'est pas genre en train d'appeler l'ancien numéro qui ne marche plus, qui ne peut plus contacter le client. Donc, c'est des exemples tout bêtes, mais qui montrent pourquoi il faut et que la plupart des sociétés, je crois, ils ne connaissent même pas le fait qu'ils ont un stack, ils ne connaissent même pas le concept du stack. Et dès qu'ils prennent connaissance de ce concept, peut-être ils peuvent faire cet audit, faire cet résumé de tout ce qu'ils ont et puis dire comment on peut mieux interconnecter les différentes choses avec Zapier, avec Airtable, avec Integromat, avec nos propres logiciels et développeurs, si tu veux. Mais voilà, on a cette option aujourd'hui et c'est très important. Okay. Oui, parce que tout le monde, en fait, ils utilisent le tech stack, sauf qu'ils ne savent pas c'est quoi réellement, en fait, le terme spécifique. Ouais, et c'est juste même de dire, de dire on va faire un résumé de tous nos logiciels dans notre société, c'est un bon challenge aussi, c'est un beau travail de faire ça, d'aller dans tous les services et dire en fait, vous utilisez quoi? Parce que moi, je reçois que des fichiers Excel, mais à la base, c'est quoi en fait que vous utilisez? Ah bah nous, on utilise Fastmag.
FastMag, je ne connais même pas qu'est-ce que c'est. Voilà, tu peux me montrer. Et puis voilà, donc ça demande du travail de voir, oui, quand je t'envoie des choses, je fais une extraction. Mais peut-être l'autre service, il ne voit carrément jamais le logiciel à l'origine de cette extraction. Donc, c'est un gros boulot aussi de faire cet audit au sein d'une société et ça demande beaucoup d'études, beaucoup de temps, beaucoup de réflexion et carrément un projet qui est mis en place pour dire, ah bah, OK, on a maintenant toutes les infos, comment on va faire pour connaître tous les points d'entrée et tous les points de sortie et tous les logiciels qui peuvent interfacer avec ces points d'entrée et points de sortie pour tout connecter et faire notre étoile, stack étoile, si on peut l'appeler comme ça, pour rendre plus efficace nos services et notre société. Le partage des données dans notre société et le traitement des données dans notre société. Ok. Bon, bah, tu as répondu à toutes mes questions. Ah, super, ouais. Je crois qu'on a touché le demi-heure là, donc c'est parfait. Ouais. Oh, bah, c'est parfait. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à cette question et de nous avoir aiguillés sur ce sujet. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast, du coup. Et à bientôt. Ouais, merci Stéphanie, à bientôt. Merci. À bientôt. Salut.